Tondenan Tsuruntaizai est sorti et nous allons donc parler de celui-ci. Dans ce chapitre donc nous avons principalement le duo Derrieri et Moonspit donc qui est le centre même donc de l'attention. La semaine passée donc on avait eu Denzel qui s'était fait tuer donc par derrière dans un combat qui était assez rapide. Et d'ailleurs je dis bien Derrieri et pas derrière parce que j'ai pas envie de dire alors il allait derrière voilà. Pour la confusion et pour les petites vannes que j'ai pas envie de faire exprès de faire, bah je dis Derrieri, d'accord. Donc Derrieri avec Moonspito. Alors il faut savoir déjà qu'il y a un petit relooking par rapport à Derrieri. Je sais c'est pas vraiment le truc qui est super important, néanmoins je voulais juste le dire parce que je préférais n'empêche la coupe qu'elle avait dans le chapitre précédent. Ici c'est assez bof, un peu trop court même, enfin bon c'est qu'un détail ma foi. Donc en dehors de ça, donc les deux sentent qu'il y a quelque chose qui se rapproche, vu qu'ils sont alertés par un démon. D'ailleurs, à côté de ça, on voit donc Grey Road notamment se rapprocher de là où se trouvent donc les autres habitants qui étaient en train de se cacher, qui étaient protégés entre guillemets par Jericho. Elle va avoir besoin d'aide, j'imagine que Ban va lui donner un coup de main. Avec Frodin d'ailleurs qui est toujours face aux autres guerriers, enfin aux autres chevaliers de la Pléiade d'Azur, et Ban qui est d'ailleurs au même endroit, avec Bartra d'ailleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura Gozeru qui va se ramener pour faire un rematch contre Frodin. Mais bon, c'est Frodin et en même temps Dreyfus, puisque bon ils ont combattu une fois l'un contre l'autre donc lors du premier assaut à Lyonès. Donc je pense qu'ils vont avoir le petit rematch à ce moment-là, donc Gosser qui va peut-être apprendre la vérité avec Frodin, donc de qui il était, etc. Donc c'est le meilleur moment je pense pour faire cela. En tout cas à côté donc on avait Elisabeth et aussi et Zaratras donc qui se dirige vers le champ de bataille sur le dos de Maman Hawk. D'ailleurs je me suis demandé comment ça se fait en fait que Elisabeth se retrouve comme ça en fait seule avec je sais bien il y avait Meliodas mais bon il est endormi genre seul comme ça sans défense parce qu'il y avait personne qui était là. Heureusement Zaratras s'est ramené mais putain s'il y avait un démon ou quoi que ce soit qui était tombé sur eux mais c'était foutu quoi. Je me suis dit pour le coup ils auraient pu laisser je sais pas moi quelqu'un quoi. Je sais bien que la mère de la maman de Hawk est très forte d'ailleurs on le voit dans ce chapitre aussi qu'elle arrive même à exterminer des démons plusieurs démons d'un coup comme ça. Elle a arrêté c'est vrai elle avait avalé une attaque donc une attaque magique donc de Moonspit. Néanmoins, voilà, ça restait, je trouvais ça quand même assez, on va dire risqué. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde ce que peut faire la maman de Hawk, bon, voilà, on peut se dire, ok, finalement, elle était en fait pas si, elle était pas si en danger que ça. D'un autre côté, on peut se poser aussi la question, qui est la maman de Hawk? Quand je dis qui est la maman de Hawk, oui, ok, d'accord, c'est un cochon, voilà, un sanglier, un gros sanglier, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire que comment ça se fait qu'on ait une race de créatures aussi puissante, quoi. Je veux dire, allô, les démons, c'est quand même quelque chose de super puissant. Je veux dire, les fées, bien qu'elles soient faibles à la base, leur forêt a été pulvérisée par un seul démon rouge qui visiblement est un des plus faibles donc de sa caste, tu vois. Hein, les plus forts étant les gris, visiblement. Et même Hawk lui-même, on ne sait pas d'où il vient. J'avais supposé qu'il était une sorte de réincarnation, néanmoins il reste quand même l'enfant donc de ce Hawk-là, enfin de sa maman. Bon ça, Captain Obvious, merci. Mais les pouvoirs de Hawk ne sont pas des pouvoirs anodins. Le mec arrive quand même à bouffer des trucs et à assimiler les capacités de ce qu'il a mangé. Là on voit qu'il a mangé des bouts de ce qui restait d'un démon et son corps a changé. Il a assimilé les propriétés d'un démon. Je crois que c'était le rouge d'ailleurs. Tu vois. Donc c'est pas n'importe quelle créature Hawk. Tu vois. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se cache derrière lui. Au début, beaucoup de gens pensaient qu'en fait Hawk était une créature créée donc par Merlin qui suivait, surveillait Meliodas, etc. Mais franchement, à ce stade de l'histoire, je pense que c'est une théorie vraiment annulée maintenant pour le coup. Bon, du coup, alarmé donc par les démons, on a Derrieri Moonspit qui arrive. Et à ce moment-là, t'as Derrieri qui reconnaît directement Elisabeth et lui dit qu'est-ce que tu fous ici, tu vois. Mais genre un regard surpris, plus qu'énervé. Elle est énervée, c'est sûr, mais pas autant que quand elle a vu la déesse justement qui avait possédé Denzel. Pour le coup, on peut se dire, c'est vrai que Elisabeth n'est pas vraiment une déesse, c'est une druide. Elle fait partie du clan des druides. D'un autre côté, quand on a vu justement la déesse posséder Denzel, on a vu qu'il avait justement les yeux qui sont techniquement le signe des déesses et un signe que possède également Elisabeth. Donc j'avais pas tellement capté s'il était en même temps déesse ou en même temps druide. Maintenant ce qui est certain c'est que dans une de ses vies antérieures, elle était déesse, ça c'est sûr. Donc le pouvoir qu'elle a comme ça, j'imagine que c'est un pouvoir de déesse druide ou un truc comme ça. Ça expliquerait peut-être pourquoi elle a qu'un seul œil justement avec le symbole, tu vois. D'ailleurs j'ai remarqué que quand dans ce chapitre aussi, Elisabeth utilise son pouvoir justement lié à son œil là, eh bien la mèche en fait cache l'œil qui n'est pas utilisé. Vous allez me dire c'est quoi? Oui on a remarqué, c'est évident, merci Gonzalo. Mais en fait vous avez pas, je vais vous dire un truc, mais dans beaucoup de mangas, il faut savoir que quand vous dessinez un personnage, un des angles les plus difficiles c'est le face à face. Pourquoi? Parce que quand vous dessinez évidemment un visage comme ça, il est très difficile de garder les mêmes proportions à gauche et à droite. Je vous jure, regardez certains mangas, ils n'y arrivent pas. La première fois que d'ailleurs Nakaba a fait le regard d'Elisabeth, il était assez étrange en fait. Le regard où on avait vu son visage découvert, il était même assez bizarre, je trouvais ce petit regard là. Et donc dans beaucoup de mangas, vous avez des personnages évidemment qui sont mis comme ça, de profil ou alors comme ça sur un angle un peu plus mis sur le côté, mais assez rarement face à face. Il y en a où ça arrive, quand beaucoup de mangaka expérimentés y arrivent, mais très souvent ce qu'ils font c'est que parfois t'as un angle donc un peu assombri, on ne voit pas le regard, ou alors même, ça arrive dans certains mangas, t'as des personnes qui imitent ferment les yeux, tu vois.
Genre ils sont comme ça, à fermer un seul œil. T'as ça par exemple dans le manga Hajime no Ippo, où certains personnages justement ferment un seul œil, tu vois, et parce que l'auteur, j'imagine, euh, il y a, voilà, d'un petit côté de facilité, il fait fermer les yeux. Certains diront que c'est pour se faire genre, ouais, il se concentre, il analyse, mais ça n'a aucun sens, putain de merde. Non, je vous jure, c'est vraiment pour un truc comme ça. Il y a des mangas comme par exemple Yamada et les 7 sorcières, où par exemple l'auteur n'arrive pas à faire des visages avec les yeux qui sont proportionnés, qui ont une bonne proportion par rapport à l'angle que leur visage adopte. Je vous jure, allez regarder, il y a des côtés, il y a des plans qui sont vraiment foirés sur le dessin de ce manga-là, et c'est pour ça que souvent certains mangakas se facilitent la tâche en faisant donc des angles où les yeux n'ont pas les mêmes proportions, et donc c'est plus facile de le faire. Et en face à face, c'est assez compliqué. Bon bref, pour dire qu'en gros Nakaba ici a caché donc la mèche déjà parce que ça va beaucoup mieux à Elisabeth comme ça en cachant la mèche, enfin en cachant l'œil pardon qui n'est pas, parce qu'en montrant les deux yeux ça fait un truc un peu bizarre en fait sur le niveau du regard et enfin moi c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu le regard. Maintenant qu'il le cache, je trouve beaucoup mieux ça comme ça et puis ça facilite le dessin pour lui, donc voilà. Bon, pour continuer, donc Elisabeth utilise ses pouvoirs pour stopper Dareri qui était sur le point justement de péter la gueule à Zaratras qui a essayé de s'interposer pour le coup, même s'il y avait Moonspeed derrière qui était sur le point de l'enculer aussi. Utilise un pouvoir d'ailleurs très impressionnant qui pulvérise la main qui pulvérise la main de Dareri. Le même genre de magie justement qu'avait utilisé Denzel justement, qui était possédé par une déesse, qu'il avait utilisé pour pulvériser des démons et pour blesser en grande partie Dareri, même si celle-ci a survécu. Donc encore une fois c'est un pouvoir là vraiment de déesse plus que de druide. Donc je comprenais pas trop en fait parce que là où ils sont allés dans le village, là, enfin dans le village Ishtar là, c'est le village où vivent les druides, le clan des druides. Donc je sais pas trop, j'ai pas vraiment compris cette partie là, c'est assez confus maintenant que je regarde comme ça. Néanmoins donc si vous avez vous un éclair d'explication à me donner, n'hésitez pas parce que je suis comme vous, je suis un lecteur lambda comme tout le monde. Bref. Donc Dareri et Moonspeed sont vraiment sûrs et certains donc Elisabeth est la personne qu'ils ont en tête, vu qu'ils reconnaissent le pouvoir qu'elle utilise. Donc on peut se demander quoi, qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Est-ce que c'est la même Elisabeth? Est-ce que c'est Elisabeth qui faisait partie du clan des déesses? En gros, ils se souviennent de la vie antérieure d'Elisabeth. Donc ils ont la même apparence, mais ils se souviennent donc de sa gueule quand elle était une déesse dans une de ses vies antérieures durant la Grande Guerre. Est-ce qu'elle déteste cette Elisabeth et veut la tuer parce que c'est à cause justement d'elle que Meliodas a trahi les siens et donc engendré la guerre et en gros la mort peut-être des gosses, des sœurs, de la famille justement de Dareri, parce que j'avais soupçonné au dernier chapitre que les déesses avaient justement tué donc parmi les otages qu'ils avaient tués, parce que ça s'est avéré, ils ont tué des membres de la famille, donc notamment des enfants de Dareri, ce qui justement voilà a créé une colère en elle qui la pousse à tuer instantanément directement tous les déesses qu'elle voit sans réfléchir, etc. Ce qui serait assez logique, et donc elle tient Elisabeth notamment pour responsable. Ou alors c'est juste qu'Elisabeth était peut-être une pote, mais bon ça j'en doute. Par rapport à Dareri, mais on voit bien que Moonspeed la reconnaît. Alors certains diront ouais mais attends Galan l'a pas reconnu, mais Galan je rappelle c'est un des plus vieux un des plus vieux des 10 commandements, et le mec se souvient pas tellement de beaucoup de choses, il oublie beaucoup de choses, c'est un des plus vieux, donc c'est normal qu'il a pas reconnu Elisabeth. Donc voilà. Bon à la fin du chapitre donc Elisabeth est sur le point de se faire péter la gueule par Dareri, mais on a le héros qui arrive, Meliodas donc qui arrive pour sauver la journée, et en même temps il donne un coup de poing tellement puissant qu'il pulvérise une des côtes, donc enfin un des côtés de derrière. Je trouvais cette case super belle, d'ailleurs c'est assez dingue de voir enfin super belle, super trash mais super cool. Et d'ailleurs ça c'est dingue de voir justement les dessins où t'as les mains pulvérisées, etc. Je sais bien que Natsuno Taizai c'est un manga assez sanglant à un certain moment, notamment avec Ban, mais là pour les petits côtés on voit les os et tout, je trouvais ça vraiment cool. Bref, à la fin donc Meliodas sort sa meuf contre lui, oui sa meuf, oui, contre lui, et voilà, il fait son petit comeback. Alors j'imagine que pour les prochains chapitres on aura donc Meliodas qui va commencer à faire le petit ménage. On voit bien que lorsqu'il a affronté vite fait Dareri, Dareri physiquement parlant arrivait à tenir tête à Meliodas. D'ailleurs je crois que Dareri est avec Dolor un des 10 commandements qui a le plus de puissance physique. Je crois, parce qu'il y a en fait il y a un databook comme ça qui est sorti avec les informations de tous les personnages du manga. Et je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans. Je ferai éventuellement une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup d'infos qui risquent de vraiment spoiler, notamment le commandement de tous les. Le commandement qui correspond à tous les commandements, donc on les connaît tous. Leur puissance de magie, esprit, force physique, leur objectif, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, etc. On apprend même des trucs, j'ai l'impression qu'il y a une trahison qui se promet, qui se rapproche. Et je vais vous le dire directement d'ailleurs, la force de combat de Escanor est, attention, 2 points, immesurable. On ne peut pas le mesurer. En anglais, c'est écrit immeasurable. Immeasurable. Donc en gros, qui ne peut pas être mesuré, quoi. Immesurable. Tu peux pas mesurer, c'est vraiment écrit, il n'y a même pas de chiffre. C'est juste écrit qu'on ne peut pas mesurer la force d'Escanor. C'est juste ça. C'est vraiment... mais c'est vraiment ça. Je vous jure, on ne peut pas mesurer. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Escanor, c'est vraiment Broly. Une puissance de combat infinie. Bon, donc je ferai une vidéo sur ce databook. Donc, pour en revenir à ce que je disais,
Meliodas donc va venir combattre Derry, parce que Derry physiquement parlant, donc comme j'ai dit, peut faire un bon combat face à Meliodas, vu que Meliodas est très fort contre les utilisateurs de magie, vu qu'il a son full counter. On va lui rendre certainement son Lost Dane, donc son trésor sacré qui est encore dans la maman de Hawk, enfin dans le bar quoi. Zaratras, bon je sais pas ce qu'il va faire, il va faire un peu l'assist, voilà, parce qu'il va être, j'imagine, si Meliodas est contre Derry, bah peut-être que Zaratras va affronter justement vite fait Speed, mais j'en doute personnellement parce que bon, Meliodas a été capable de tenir tête aux 10 commandements, allez, avec Gloxinia et à Dolor facilement, et c'est pas les plus faibles justement des 10 commandements, au contraire même. Au contraire, vraiment au niveau force de combat, le plus faible c'est, je vais pas vous le dire en fait, c'est vrai que ça peut être chiant à dire. Donc un combat donc de 2 vs 1, le problème c'est que j'aurais aimé voir d'autres signes affronter d'autres, tu vois, commandements, tu vois, enfin, voilà, j'aurais aimé, mais bon, Escanor a eu son moment de gloire, Ban va avoir son combat bientôt, il y a King et Diane qui sont portés disparus comme Gloxinia et Dolor, donc j'imagine qu'il faut s'affronter entre eux, bon, ce sera assez logique. Gozor va affronter Frodin, voilà, il y a juste Merlin qu'on n'a pas vu, et à l'heure actuelle, Merlin est toujours coincé en fait dans sa sphère, visiblement. Enfin, je sais pas, s'il était libre, ça se saurait. Enfin, je pense qu'elle est libre, j'aimerais bien qu'elle fasse son petit comeback aussi, peut-être pour péter la gueule maintenant à Frodin. Voilà, ça ce serait cool à voir, bordel de merde. Parce que, et ça je peux vous le dire, dans le databook, en fait, sa magie est illimitée. Il n'y a aucune limite à sa magie, en fait. Elle peut quasiment tout faire, en fait, avec ça. Ce qui la rend redoutable, tu vois. Bon, donc la semaine prochaine, on se retrouve donc pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. À votre avis, donc quel est le lien entre Elisabeth et Dereri? Est-ce que Meliodas est vraiment de retour? Parce que certains se disent certainement quoi? Comment ça se fait qu'il est de retour, etc. Il n'était pas mort. Et je vais vous dire, en fait, je vous rappelle qu'il est immortel. En fait, le mec, il meurt, mais il a une malédiction en fait qui l'empêche de mourir. Donc en fait, le fait qu'il revienne était inéluctable. Les 10 commandements ne le savaient pas. Les 10 commandements n'étaient pas au courant en fait de la malédiction de Meliodas qui l'empêche de mourir. Ah ouais, c'est vrai. Et dans le databook, d'ailleurs, il dit quelque chose par rapport à ça. Enfin, pas un gros truc, mais voilà, si vous ne le savez pas où c'est, vous pouvez retrouver notamment le truc sur Tumblr. Hein. C'est une petite recherche sur Google, vous trouvez ça facilement. Bon. Donc, Meliodas immortel, il fait son comeback, c'est tout à fait normal. Donc, je pense pas que ce soit un faux, ni un truc, une illusion, une connerie dans le genre, tu vois. Je veux dire, quelle illusion arrivera à sauver de toute façon Elisabeth de Derry? Ne me dis pas que c'est Ghost qui arrive d'un coup, tu vois. Quoique. Quoique. Il y a peut-être une petite piste, mais j'aimerais pas en fait. Finalement, je préfère que Meliodas se ramène. Mais le fait que Meliodas se ramène maintenant, je pense que c'est effectivement quelque chose qui sera lié. Enfin, une chose qui me fait me pousse à me faire dire, me pousse à dire pardon que le combat en fait qui est amorcé maintenant sera, voilà, il y a un début maintenant. Et il y aura une fin dans le sens où il n'y aura pas de pause, etc. Genre une ellipse ou tu vois, ce sera une bataille jusqu'à la fin quoi. Ça veut dire qu'on n'aura rien d'autre. On n'aura que du combat maintenant, c'est une bonne chose jusqu'à la fin donc de l'arc des démons. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de parler un truc par rapport à Escanor, pardon. C'est qu'il est dit que voilà, on va rester sur nos gardes par rapport à ce monstre d'Escanor. Et rien que ça, putain, c'est une preuve de respect par rapport à Escanor, tu vois. Mais d'un côté, on peut se dire aussi, putain, mais qu'est-ce qu'il fout Escanor? Parce que Escanor, il s'est éloigné, non pas parce qu'il voulait pas combattre, mais parce qu'il avait un tellement gros pouvoir qu'il aurait pu tuer ceux autour de lui, tu vois. Tellement il est puissant. Donc tu vois, sa puissance au final se retourne un peu contre lui dans ce cas-ci. Néanmoins, donc quand sa puissance sera un peu diminuée, il pourra retourner sur le champ de bataille. D'un autre côté, quand sa puissance sera diminuée, justement, il sera beaucoup plus faible. Et au fur et à mesure que le temps passe, justement, il pourra être plus facilement battable. Voilà. Bon bref, on se retrouve la semaine prochaine donc pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Je sais pas si j'ai dit Fairy Tail à un moment donné, si c'est le cas, excusez-moi. De Nanatsu no Taizai. Et donnez-moi en commentaire donc votre avis sur ce chapitre. Voilà. Ciao ciao les gens. Et à la semaine prochaine.